L'immense vaisseau extraterrestre apparut sans prévenir en orbite terrestre. 3 fois plus grand que n'importe quel vaisseau humain, il scintillait d'un argent éclatant dans l'obscurité de l'espace. À l'intérieur, le commandant Zektar, debout sur la passerelle, scrutait la planète bleue en contrebas. Ses 4 yeux scrutaient les écrans de données avec satisfaction. Un autre monde primitif prêt pour l'Empire. Zektar l'avait fait des centaines de fois auparavant. Son espèce, les hiérarques, avait bâti un empire s'étendant sur des milliers de systèmes stellaires. Leur système simple avait parfaitement fonctionné pendant 10 000 ans. Chaque espèce avait sa place. Certains étaient des chefs, d'autres des guerriers. La plupart étaient des ouvriers. L'ADN déterminait tout. Les scientifiques de l'Empire avaient déjà étudié la génétique humaine à distance. Les résultats étaient sans équivoque. Les humains appartenaient à la caste ouvrière de niveau 4, sans rien d'exceptionnel. Force moyenne, intelligence correcte, mais sans plus. Ils feraient d'excellents ouvriers dans les usines et les fermes de l'Empire. Zektar observait la planète tourner lentement en contrebas. Il aperçut des villes illuminées, des satellites primitifs orbitant comme des jouets. Les humains diffusaient des signaux radio partout, faisant un bruit d'enfant. Ils s'étaient divisés en des centaines de nations distinctes. Le chaos. Pas étonnant qu'ils aient eu besoin de l'aide de l'Empire. Il ordonna à son vaisseau d'atterrir. Ils choisirent un lieu nommé New York, près d'un siège appelé les Nations Unies. Ces chercheurs affirmèrent que c'était le lieu de rassemblement des dirigeants humains, idéal pour un premier contact. L'atterrissage fit la une de toutes les chaînes d'information. Les humains braquèrent leur tête et leurs caméras sur le vaisseau. Les forces militaires l'encerclaient, mais gardaient leur distance. Parfait. Elles faisaient une preuve du respect dû à une technologie supérieure. Zektar descendit la rampe d'atterrissage, revêtu de son armure de cérémonie. Elle scintillait de pourpre et d'or au soleil. Derrière lui, 20 soldats marchaient en formation parfaite. C'était toujours ainsi que se déroulait le premier contact. Faites preuve de force, affirmez votre autorité, acceptez la soumission. Une délégation humaine l'attendait. Ils portaient de simples costumes noirs, ni armures, ni armes visibles. En tête se tenait une femme aux cheveux noirs et au regard calme. Elle s'avança avec un léger sourire. « Bienvenue sur Terre », dit-elle par l'intermédiaire d'un interprète. « Je suis la secrétaire générale Maria Martinez des Nations Unies. » Zektar commença son discours habituel. Il l'avait prononcé tant de fois qu'il pouvait le réciter les yeux fermés. « Peuple de la Terre, vous avez été sélectionné pour être intégré à l'Empire galactique. C'est un grand honneur. Votre espèce a été évaluée et affectée à la catégorie 4 des travailleurs qualifiés. Vous recevrez des tâches adaptées à vos aptitudes génétiques. Toute résistance est inutile et non permise. L'Empire subvient aux besoins de tous. Il s'attendait à de la peur, peut-être de l'admiration. Certaines espèces s'agenouillaient, d'autres pleuraient de joie d'être acceptées au sein d'une entité supérieure. Mais Martinez le regarda simplement de ses yeux calmes. « Je vois, dit-elle. Et qu'est-ce qu'on y gagne exactement ?» Zektar cligna des 4 yeux. « Quelle drôle de question. Vous bénéficiez des avantages d'être membre de l'Empire. Protection, technologie, structure. Votre rôle est déterminé par votre patrimoine génétique. C'est très efficace. » Martinez inclina légèrement la tête. C'était intéressant. C'était le geste que faisaient les humains lorsqu'ils étaient perplexes. « Commandant Zektar, nous vous remercions d'avoir fait tout ce chemin. Mais l'humanité n'a pas sollicité son appartenance à votre empire. Nous n'avons demandé ni protection ni technologie, et encore moins à être affectés à une classe de travailleurs en fonction de notre ADN. » Un silence pesant s'abattit sur la foule rassemblée. Zektar ressentit une sensation étrange, la confusion. « Vous ne comprenez pas. Ceci n'est pas une demande. L'Empire a évalué votre espèce. Votre rôle a été déterminé. » Martinez laissa échapper un rire bref et sec. « Nous avons nous-mêmes tenté ces histoires de destin génétique à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Ça n'a jamais bien fonctionné. Ça a même causé beaucoup de souffrance. Nous avons donc abandonné. »
Zektar sentit sa confiance vaciller. Les primitifs ne s'adressaient pas ainsi aux officiers impériaux. Ils ne rejetaient pas l'offre de l'Empire. « Je dois informer mes supérieurs de votre attitude. Cette insolence est inacceptable. » Martinez acquiesça poliment. « Bien sûr. Faites ce que vous avez à faire. Entre-temps, la Terre examinera votre proposition. Nous vous recontacterons après en avoir discuté entre nous. Cela devrait prendre quelques mois, peut-être un an. Vous savez comment fonctionne la démocratie, c'est très lent, beaucoup de réunions. » Elle tendit la main. Zektar savait qu'il s'agissait d'un geste de salutation humain. Il ne l'accepta pas. « C'est une erreur, » dit-il. Martinez baissa la main, toujours souriante. « Ce n'est probablement pas notre première. Merci de votre visite, commandant. » Zektar regagna son vaisseau, l'esprit tourmenté. En toutes ces années de service, aucune espèce n'avait jamais ignoré l'Empire. Aucun monde primitif n'avait jamais considéré le premier contact comme une simple réunion d'affaires dont on pouvait se désister. Il envoya immédiatement son rapport au Haut Conseil. Il expliqua la situation avec soin. Les humains étaient visiblement désorientés. Ils ne comprenaient pas l'honneur qui leur était offert. Il fallait les éclairer. Peut-être qu'une démonstration de force les aiderait à comprendre la réalité. La réponse ne tarda pas. Une flotte de commandement arriverait dans 6 mois. 50 vaisseaux de guerre. De quoi faire passer le message. De quoi dissiper tout doute. De quoi intégrer pleinement la Terre à l'Empire. Le vaisseau de Zektar quitta les lieux, laissant derrière lui une unique observatrice. Sa mission, aider l'humanité à se préparer à l'intégration, la guider vers l'acceptation de sa juste place. Pendant ce temps, au siège des Nations Unies, Martinez se tenait devant une salle comble de dirigeants du monde entier. Chaque nation avait envoyé des représentants. Les écrans affichaient des traductions dans des dizaines de langues. « Mesdames et messieurs, » dit Martinez d'une voix ferme et claire, « nous avons 6 mois avant l'arrivée de 50 vaisseaux de guerre extraterrestres en orbite. Ils s'attendent à ce que nous capitulions. Ils s'attendent à ce que nous acceptions leurs règles. Ils s'attendent à ce que nous devenions des ouvriers dans leur empire. » Elle marqua une pause, observant chaque visage présent. « Je propose que nous leur montrions ce que l'humanité devient lorsqu'on nous dit que nous n'avons pas le choix. Je propose que nous leur montrions ce qui arrive quand on sous-estime la Terre. » La salle s'embrasa de voix. Certains plaidaient pour la paix, d'autres réclamaient la guerre. D'autres encore suggéraient de négocier. Mais sous tout ce tumulte, quelque chose d'autre se tramait. L'humanité, comme toujours face à la menace, se préparait au combat. L'observatrice impériale, Kirasol, observait l'humanité avec une perplexité grandissante. Elle avait contribué à l'intégration de 43 espèces au sein de l'Empire. Elle pensait avoir tout vu. Elle se trompait. La Terre aurait dû paniquer. Face à une force militaire écrasante, les peuples primitifs capitulaient généralement immédiatement ou sombraient dans le chaos. Mais les humains n'ont fait ni l'un ni l'autre. Au contraire, ils ont abordé la situation comme un projet. Quelques jours après l'annonce, toutes les grandes nations se sont engagées à allouer des ressources à la défense. Des scientifiques de 50 pays se réunirent pour étudier les brèves analyses qu'ils avaient effectuées du vaisseau d'exploration impérial. Les ingénieurs se mirent à concevoir des armes et des vaisseaux spatiaux. Les humains considéraient cela comme le plus grand défi de leur histoire. Kirasol envoyait des rapports quotidiens au Haut Conseil. Chacun n'était plus inquiétant que le précédent. Jour 12. Les humains ont reconstitué les principes fondamentaux du voyage supraluminique à partir des données des capteurs. Cela devrait être impossible. Jour 25. Ils construisent des vaisseaux spatiaux. Les plans sont inefficaces et rudimentaires, mais ils en construisent. Jour 47. Les stratèges militaires humains ont remarqué que les flottes impériales diffusent leurs mouvements sur les chaînes publiques. Ils trouvent cela utile. Le Haut Conseil rejeta ces inquiétudes. Les peuples primitifs se débattaient toujours avant d'accepter l'inévitable. Qu'ils gaspillent leurs ressources. L'intégration n'en serait que plus facile lorsqu'ils comprendraient la futilité de toute résistance. Mais Kirasol ne parvenait pas à se débarrasser de son malaise.
Elle passait du temps parmi les humains, tentant de les comprendre. Elle assista à leurs réunions, suivit leurs bulletins d'information et étudia leur histoire. Ce qu'elle découvrit la terrifia. Les humains avaient passé toute leur existence à se combattre. Leur histoire était jalonnée de guerres pour la terre, les ressources, la religion et les idées. Ils ne parvenaient jamais à s'entendre sur quoi que ce soit. Plus de 200 nations se querellaient sans cesse. Pourtant, contre toute attente, quelques semaines seulement après avoir été confrontés à une menace extérieure, ils s'unirent. Toutes ces nations qui ne parvenaient à s'entendre sur rien se mirent soudain à collaborer parfaitement. Elles partagèrent librement leurs technologies. Elles coordonnèrent leurs efforts. Elles cessèrent de se faire la guerre et se concentrèrent sur un ennemi commun. C'était absurde. L'Empire avait étudié d'innombrables espèces. Lorsqu'une civilisation divisée était confrontée à une menace extérieure, elle s'affrontait généralement avec encore plus d'acharnement. Compétition pour les ressources, lutte pour le pouvoir, effondrement dans le chaos et non dans l'humanité. Face à la menace, elle se rassemblait davantage. Kirazal a vu des usines automobiles se reconvertir dans la fabrication de composants spatiaux. Elle a vu des scientifiques civils partager leurs recherches avec les programmes militaires. Elle observa les enfants commencer à étudier la mécanique orbitale à l'école. La planète entière se mobilisa. Les vaisseaux humains en construction ne suivaient aucun principe de conception connu. Plus petits que les vaisseaux impériaux, plus rapides, ils étaient dotés de systèmes redondants à profusion. Lorsque Kirazal demanda pourquoi, un ingénieur humain éclata de rire. Si quelque chose peut se briser, il se brisera. C'est pourquoi nous prévoyons des systèmes de secours pour nos systèmes de secours. Nous construisons des systèmes capables de résister aux dommages et de continuer à combattre. L'Empire ne procédait pas ainsi. Les vaisseaux impériaux étaient des machines parfaites. Ils n'avaient pas besoin de redondance, car ils ne commettaient pas d'erreurs. Les humains, eux, partaient du principe que tout finirait par tomber en panne. 3 mois avant l'arrivée de la flotte, Kurazol fit une découverte troublante. Les armes humaines ne fonctionnaient pas comme les armes impériales. L'Empire avait consacré 10 000 ans à perfectionner les armes à énergie, propres, efficaces, précis. L'humanité construisait des armes, cinétiques. Elle allait projeter des projectiles à grande vitesse sur les vaisseaux impériaux. Elle préparait des missiles nucléaires. Elle développait des cyberattaques pour infiltrer les systèmes informatiques. C'était barbare, c'était incivilisé. Et pourtant, ça allait probablement fonctionner. Les boucliers impériaux étaient conçus pour arrêter les armes à énergie. Les signatures énergétiques étaient faciles à détecter et à neutraliser. Mais qu'en est-il du métal solide se déplaçant à grande vitesse? Des explosions nucléaires créant des impulsions électromagnétiques, des virus informatiques exploitant des systèmes qui n'avaient jamais nécessité de protection? Curaçao ajouta ces éléments à son rapport. Le Haut Conseil répondit par une simple phrase. Les armes primitives ne peuvent n'être menacer la technologie impériale. Elle tenta de leur faire comprendre. Elle expliqua que les humains ne pensaient pas comme les autres espèces. Ils ne suivaient pas de règles. Ils ne combattaient pas loyalement. Ils s'adaptaient et improvisaient constamment. Le Conseil lui demanda de se concentrer sur la préparation des protocoles d'intégration. Kirasol se tenait dans la salle d'observation d'une station spatiale humaine, à l'approche du 6e mois. Par le hublot, elle pouvait voir la Terre en contrebas et des dizaines de vaisseaux humains en orbite. Ils paraissaient fragiles comparés aux vaisseaux impériaux. Ils semblaient petits et faibles. Mais elle avait appris quelque chose sur les humains durant son séjour ici. Ils paraissaient faibles jusqu'à ce qu'on les affronte. On découvrait alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Ils étaient simplement très doués pour exploiter le moindre avantage. Un officier humain se tenait à ses côtés, observant la même scène. Il s'appelait l'amiral James Martinez, frère du secrétaire général. Il commandait la flotte de défense humaine. « Votre flotte arrivera bientôt », dit Kirasol d'une voix calme. « Vous ne pouvez pas gagner. L'Empire a envoyé 50 vaisseaux de guerre. Vous en avez 30.
acquiesça Martinez. Oui, 30 vaisseaux pilotés par des hommes qui n'ont jamais combattu dans l'espace, contre un empire qui a conquis 1000 mondes. Alors pourquoi ne vous rendez-vous pas? Martinez sourit. Ce n'était pas un sourire joyeux. Car se rendre, c'est accepter que notre ADN détermine notre valeur. C'est accepter que certains soient nés pour régner et d'autres pour servir. C'est renoncer à tout ce qui fait de nous des êtres humains. Il se tourna vers elle. Nous avons expérimenté ce système sur Terre à maintes reprises. Cela s'est toujours mal terminé. Nous avons décidé que nous préférions mourir libres plutôt que de vivre comme la propriété de quelqu'un d'autre, même s'ils appellent cela une caste de travailleurs, même s'ils disent que c'est pour notre bien. Curacao ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le douter. Le doute sur l'Empire, le doute sur l'ordre naturel, le doute sur tout ce en quoi elle avait cru toute sa vie. « La flotte arrive dans 3 jours, dit-elle. « Je sais, répondit Martinez. Nous sommes prêts. La flotte de maintien de l'ordre a interrompu son voyage supraluminique aux confins du système solaire. 50 vaisseaux de guerre, chacun capable de raser une ville, se déplaçaient en formation parfaite, démonstration de la puissance et de la précision impériale. Le commandant Velto se tenait sur la passerelle du vaisseau amiral. Il était un officier de haut rang, envoyé pour régler ce que le Haut Conseil qualifiait de problèmes disciplinaires mineurs. Il avait déjà réprimé des rébellions. Celle-ci ne ferait pas exception. Son officier de communication leva les yeux de son poste. « Monsieur, nous recevons une transmission de la Terre. »« Leur reddition ?» demanda Veltos. « Non, monsieur, il semblerait que ce soit de la musique. » Veltos fronça les sourcils. « De la musique ?» L'officier de communication parut perplexe. « Monsieur, ils diffusent tous les hymnes de guerre de l'histoire de l'humanité. » Sur tous les canaux, à volume maximal. Valto se tourna vers son officier tactique. « Combien de vaisseaux possède la Terre ?»« 30 vaisseaux détectés, monsieur, de conception primitive et de petite taille. »« Aucune menace, acquiesça Valtos. Ces primitifs croyaient pouvoir se battre, qu'ils apprennent à leurs dépens. Envoyez l'ultimatum, ils ont 1 heure pour se rendre. » La réponse arriva en quelques minutes. « Amiral Martinez, apprenez à vos dépens, envoyez l'ultimatum, ils ont 1 heure pour se rendre. » La réponse arriva en quelques minutes. L'amiral Martinez apparut à l'écran, vêtu d'un uniforme militaire impeccable. Derrière lui, Veltos aperçut la passerelle d'un vaisseau de guerre humain. Elle paraissait exiguë et peu fonctionnelle. « Merci pour votre offre, commandant Veltos, » dit poliment Martinez. Après mûre réflexion, la Terre se voit contrainte de décliner votre proposition. Valtos ressentit une pointe de colère. Ces primitifs avaient et besoin d'apprendre le respect, et vous avez choisi la destruction. Martinez sourit. Nous avons choisi la liberté. L'écran s'obscurcit. Valtos se tourna vers sa flotte. Tous les vaisseaux, avancez! Préparez-vous au combat! Tous les vaisseaux, avancez! Préparez-vous au combat! La flotte impériale s'avança en formation parfaite, exactement comme elle le faisait depuis 10 000 ans. Les vaisseaux humains en tête se dispersèrent comme des animaux apeurés. La bataille s'annonçait brève. La flotte impériale progressa dans l'espace selon sa formation standard. 5 rangées de 10 vaisseaux parfaitement espacés. Ils utilisaient cette formation depuis des millénaires. Elle était efficace et impressionnante. Cela témoignait d'ordre et de maîtrise. Le commandant Valtos observa les vaisseaux humains se disperser devant eux. Son officier tactique avait vu juste, il paniquait. Cela allait vite se terminer. Soudain, un événement inattendu se produisit. Les vaisseaux humains ne battirent pas en retraite. Ils se séparèrent et prirent des directions différentes. Certains accélérèrent brusquement, d'autres ralentirent. Quelques-uns effectuèrent des changements de cap soudains qui auraient dû les anéantir. Le système de ciblage impérial peinait à les suivre. « Que font-ils » demanda Veltos. « Inconnu, monsieur. Leurs mouvements sont erratiques. Aucun schéma prévisible. »
Les tactiques impériales reposaient sur la précision. Les vaisseaux évoluaient en formation. Les attaques provenaient d'angles calculés. Tout obéissait à des modèles mathématiques perfectionnés au fil des millénaires. Les humains, eux, ne suivaient aucun modèle. La première attaque humaine survint d'une direction inattendue. Un petit destroyer, le Défiant, fondit sur la formation impériale par en dessous. Au lieu de viser les vaisseaux impériaux, il tira des projectiles cinétiques sur le système de capteurs du vaisseau de tête. Des projectiles métalliques, filant à une vitesse incroyable, transpercèrent les gomas pour les boucliers, conçus pour arrêter les rayons d'énergie. Les capteurs du vaisseau amiral s'éteignirent. Veltos sentit son vaisseau trembler. Rapport de dégâts. Capteurs hors service. Armes toujours fonctionnelles. Monsieur, leurs armes sont cinétiques. Nos boucliers ne sont pas optimisés pour les projectiles solides. Veltos fixa l'écran tactique. Les humains utilisaient des armes à projectiles primitives. C'était une méthode obsolète depuis des millénaires. C'était barbare. Mais ça fonctionnait. Davantage de vaisseaux humains attaquèrent. Ils n'engagèrent pas de combat direct. Ils privilégiaient les attaques éclairs. Ils ciblaient des systèmes spécifiques. Communication, moteurs, armement. Leur but n'était pas de détruire les vaisseaux impériaux, mais de les neutraliser. Un croiseur humain lança des missiles. Les systèmes de défense antimissiles impériaux s'activèrent automatiquement, repérant les signatures énergétiques. Mais il ne s'agissait pas d'armes à énergie. C'étaient des ogives nucléaires. La première explosion créa une impulsion électromagnétique qui détruisit les systèmes électroniques de 3 vaisseaux impériaux. Ils devinrent inactifs, dérivant impuissants dans l'espace. « Comment font-ils » s'écria Veltos. « Ce sont des primitifs !» Son officier tactique parut terrifié. « Monsieur, ils ne se battent comme aucune espèce que nous ayons rencontrée. » Ils ne cherchent pas à vaincre par la supériorité numérique. Ils exploitent les failles de nos systèmes. Veltos comprit alors. L'Empire combattait depuis 10 000 ans. Mais il avait toujours combattu de la même manière. Il avait toujours affronté des ennemis ripostaillant avec des tactiques similaires. L'Empire n'avait jamais eu besoin d'innover car ses méthodes avaient toujours fait leurs preuves. Jusqu'à présent. Une alerte prioritaire s'afficha sur sa console. L'un de ses vaisseaux signalait une cyber-intrusion. Des pirates informatiques humains avaient réussi à infiltrer les systèmes informatiques impériaux. Des systèmes qui n'avaient jamais nécessité de protocole de sécurité, car personne n'avait jamais tenté de les pirater auparavant. Les armes du vaisseau infecté s'éteignirent soudainement. Puis ses moteurs s'arrêtèrent. Il diffusa un signal de détresse automatique. Des cyberattaques humaines se propageaient à travers le réseau de communication de la flotte. « Coupez toutes les connexions réseau », ordonna Veltos. Chaque vaisseau combat indépendamment. Mais cela engendra de nouveaux problèmes. La flotte impériale dépendait de tactiques coordonnées. Sans communication, leur formation parfaite devint un handicap. Les vaisseaux ne pouvaient coordonner leurs mouvements ni partager leurs données de ciblage. Ils étaient 50 vaisseaux isolés au lieu d'une force unifiée. Les humains, quant à eux, semblaient prospérer dans le chaos. Chaque vaisseau opérait indépendamment, mais parvenait malgré tout à collaborer. Ils se couvraient mutuellement et adaptaient constamment leurs tactiques. Ils ne répétaient jamais la même chose. Veltos voyait sa bataille, si minutieusement préparée, sombrer dans le chaos. Puis vint l'instant qui le rentrait à jamais. Un destroyer humain. L'indomptable était gravement endommagé. Ses armes avaient disparu. Ses moteurs étaient morts défaillants. Logiquement, il aurait dû battre en retraite. Au lieu de cela, il fonça droit sur le vaisseau amiral impérial. « Monsieur, ce vaisseau fonce droit sur vous. Détruisez-le », ordonna Veltos. Des rayons d'énergie jaillirent et frappèrent le vaisseau humain. Endommagé, il continua d'avancer. Son pilote poussa les moteurs à l'extrême. Le vaisseau accélérait à des vitesses qui allaient le désintégrer. Dans les dernières secondes avant l'impact, Veltos comprit ce qu'il voyait. Les humains ne battaient pas en retraite. Ils utilisaient leur propre vaisseau comme une arme. L'indomptable frappa le vaisseau amiral impérial à une vitesse relativiste.
L'explosion fut colossale. Le vaisseau amiral se désintégra instantanément. L'onde de choc atteignit 2 vaisseaux impériaux voisins et les détruisit également. Un 4e vaisseau fut gravement endommagé par les débris. 4 vaisseaux impériaux anéantis en une seule attaque, parce qu'un équipage humain avait choisi de se sacrifier. Veltos se retrouva sur la passerelle d'un vaisseau de commandement secondaire, les yeux rivés sur l'écran tactique, sous le choc. Les humains venaient de prouver qu'ils étaient prêts à tout pour gagner. Ils utiliseraient des armes que l'Empire jugeait barbares. Ils sacrifieraient leurs propres vaisseaux et leurs équipages. Ils n'avaient aucun sens des règles militaires et ils étaient en train de gagner. La bataille se poursuivit pendant 6 heures. Les humains perdirent 12 vaisseaux, mais ils coulèrent 15 vaisseaux impériaux et en endommagèrent 20 autres. La flotte de la soumission, arrivée en s'attendant à une victoire facile, était en déroute. Valtos prit la décision la plus difficile de sa carrière. Il ordonna la retraite. La doctrine impériale ne prévoyait aucun protocole pour une telle situation. L'Empire ne reculait jamais face à des espèces primitives. Mais Valtos, observant son dispositif tactique, entrevoyait la défaite. S'il restait, il perdrait davantage de vaisseaux. Peut-être tous. Tous les vaisseaux se replient à portée de saut. Préparez-vous au voyage supraluminique. Alors que la flotte impériale battait en retraite, les vaisseaux humains ne la poursuivirent pas. Ils maintinrent leur position autour de la Terre. Ils avaient remporté la bataille, mais ils n'étaient pas assez stupides pour s'en prendre à un ennemi toujours supérieur en nombre. L'amiral Martinez apparut sur le canal de communication de la flotte. Son visage était fatigué et triste. Des humains avaient péri ce jour-là. Des vaisseaux avaient été détruits, mais sa voix était assurée à la flotte impériale. Vous êtes venus ici pour nous conquérir. Vous nous avez dit que nous n'avions pas le choix. Vous aviez tort. Retournez dans votre empire. Racontez-leur ce qui s'est passé ici. Dites-leur que l'humanité n'accepte pas de maître. Et dites-leur que s'ils reviennent, nous serons prêts. Il marqua une pause. Ou mieux encore, la prochaine fois, essayez de nous appeler à l'avance et de demander poliment. Notre réponse pourrait vous surprendre. La transmission s'interrompit. La flotte impériale passa en vitesse supraluminique, quittant le système solaire. Veltos, assis dans son fauteuil de commandement, tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Il avait perdu un tiers de sa flotte face à une espèce primitive. Il avait battu en retraite, déshonoré. Comment expliquerait-il cela au Haut Conseil? La réponse lui vint lentement. Il leur dirait la vérité. Les humains n'étaient non pas comme les autres espèces. Ils ne suivaient pas les règles. Ils s'adaptaient. Ils innovaient. Ils refusaient la défaite, même lorsqu'elle semblait inévitable. Plus important encore, ils se moquaient bien des 10 000 ans d'histoire et de tradition de l'Empire. Ils se moquaient des castes génétiques et de l'ordre naturel. Ce qui leur importait, c'était la liberté, et ils étaient prêts à mourir pour elle. Sur Terre, l'amiral Martinez, sur la passerelle de son vaisseau amiral, examinait les rapports de dégâts. Ils avaient perdu des hommes de valeur, des hommes courageux, mais ils avaient aussi envoyé un message à la galaxie. L'humanité ne pouvait être vaincue. La secrétaire générale Maria Martinez appela depuis la surface. « James, l'Empire n'oubliera pas ça. Ils reviendront. » L'amiral Martinez acquiesça. « Je sais, Maria, mais la prochaine fois, ils viendront en sachant de quoi nous sommes capables. Et peut-être, qui sait, viendront-ils disposés à dialoguer plutôt qu'à conquérir. » Il contempla les étoiles. « D'ailleurs, nous avons du travail. D'autres espèces sont sous le joug de l'Empire. Des espèces qui aimeraient savoir que l'Empire peut être vaincu. Des espèces qui aspirent elles aussi à la liberté. » Maria sourit. « Tu proposes de déclencher une révolution ? Je propose de nouer des amitiés, et peut-être de les aider à comprendre qu'eux aussi n'ont pas à se soumettre aux règles de l'Empire. » La nouvelle de la bataille se répandit à travers la galaxie à la vitesse de la lumière. L'Empire tenta de l'étouffer, mais ne put stopper toutes les transmissions. La nouvelle commença à parvenir aux espèces conquises. Les humains
avaient combattu l'Empire et avaient en triomphé. L'impossible s'était produit, et à travers des centaines de mondes, dans l'esprit de milliards d'êtres qui avaient accepté leur sort, une pensée dangereuse commença à germer. Et si nous disions non? 6 mois après la bataille hors de la Terre, l'humanité n'était pas restée inactive. La victoire lui avait donné confiance, mais aussi des connaissances. Elle savait que l'Empire ne pardonnerait pas ce qui s'était passé. Elle savait aussi quelque chose de plus important. Elle n'était pas seule. Des vaisseaux humains équipés de moteurs supraluminiques commencèrent à explorer les systèmes stellaires voisins. Des vaisseaux humains équipés de moteurs supraluminiques commencèrent à explorer les systèmes stellaires voisins. Ils progressaient avec prudence, prêts à fuir s'ils rencontraient des forces impériales. Ce qu'ils découvrirent changea tout. Ils trouvèrent tant d'autres espèces, des dizaines, toutes vivant sous le joug impérial et réparties en castes génétiques. En fin de compte, ils n'avaient pas le choix. Le capitaine Sarah Chen commandait le vaisseau d'exploration Discovery. Elle en était à sa 5e mission lorsqu'ils rencontrèrent les Vryn. Les Vryn étaient classés comme la main-d'œuvre de niveau 5, le plus bas rang. Ils travaillaient dans les mines et les usines de l'espace impérial, effectuant les tâches que les autres espèces refusaient. Leur existence était courte et difficile, sans espoir d'un avenir meilleur. Chen observait par le hublot les ouvriers Vryn chargés du fret sur un transport impérial. Ils se déplaçaient lentement, leur corps amaigri par la malnutrition. Des gardes impériaux se tenaient à proximité, fusils à impulsion électrique en main, prêts à faire respecter la discipline. Un Vryn trébucha sous le poids d'un conteneur. Un garde l'électrocuta. Le Vryn tomba, se releva et reprit son travail. Personne ne lui porta secours. Personne ne lui prêta même attention. Chen sentit la colère l'envahir. « Voilà ce que l'Empire voulait pour nous, » murmura-t-elle. « C'est ce qu'on appelle l'ordre naturel, » acquiesça son second. « Quels sont vos ordres, capitaine ?» Chen prit une décision qui allait changer l'histoire galactique. « Nous allons les évacuer. » Ce n'était pas une mission autorisée. La Terre les avait envoyés explorer, pas intervenir. Mais Chen regarda ses travailleurs et entrevit ce que l'humanité aurait pu devenir. Elle ne pouvait se résoudre à les quitter. Le Discovery s'approcha de la station en émettant des codes diplomatiques. Le commandant de la station impériale accepta leur demande d'amarrage. Après tout, les humains n'étaient pas officiellement en guerre contre l'Empire. La bataille sur Terre avait été classée comme un incident mineur. Chen et son équipe traversèrent la station en civil. Ils se séparèrent et découvrirent les quartiers des travailleurs Vryn. Les conditions de vie y étaient pires que ce que le hublot laissait entrevoir. Des centaines de Vryn s'entassaient dans des espaces prévus pour quelques dizaines. Aucun soin médical, à peine de quoi se nourrir. Chen s'approcha d'un groupe de travailleurs Vryn entassés dans des espaces prévus pour quelques dizaines. Aucun soin médical, à peine de quoi se nourrir. Chen s'approcha d'un groupe de travailleurs Vryn pendant leur pause. « Je m'appelle Sarah Chen, je viens de la Terre. Nous avons combattu l'Empire et nous avons gagné. Nous voulons vous offrir quelque chose. » Les Vryn la regardèrent avec un mélange de suspicion et d'espoir. « Que proposez-vous » ? « La liberté, la possibilité de quitter cet endroit, plus de castes, plus de maîtres. » Un simple choix. Ils ne la crurent pas au début. Une chance de quitter cet endroit. Ni caste, ni maître. Un simple choix. Ils ne la crurent pas au début. Les espèces ne quittaient pas l'Empire. C'était impossible. Mais Chen leur montra des enregistrements de la bataille Tchilar de la Terre. Elle leur montra des cités humaines où différentes espèces travaillaient ensemble sur un pied d'égalité. 200 Vryn choisirent de tenter leur chance. Les faire évacuer s'avéra plus difficile. Le chef de station comprit la situation et tenta de les arrêter. Chen diffusa un message sur tous les canaux. « Ici le capitaine Sarah Chen de la Terre. Nous évacuons les travailleurs Vryn qui ont choisi de quitter le service impérial. Toute tentative de nous en empêcher sera considérée comme un acte de guerre contre l'humanité. Nous vous suggérons de nous laisser partir en paix. » Le chef de station avait lu les rapports de la bataille
en provenance de la Terre. Il les laissa partir. Les Vryn arrivèrent son lac sur Terre en tant que réfugiés. Ils étaient faibles, apeurés et désemparés. Mais ils étaient libres. La nouvelle du sauvetage se répandit dans l'espace impérial plus vite que l'Empire ne put la contenir. D'autres espèces commencèrent à murmurer. Si les humains pouvaient défier l'Empire, peut-être qu'eux aussi le pourraient. Si les Vryn pouvaient partir, peut-être que d'autres pourraient l'en suivre. L'Empire déclara l'action illégale et exigea le retour des Vryn. La Terre répondit en offrant l'asile à toute espèce qui le souhaitait. Des milliers d'individus vinrent. Le Haut Conseil se réunit en session d'urgence. Ils avaient régné sur la galaxie pendant 10 000 ans, grâce à l'ordre et à la hiérarchie. À présent, cet ordre s'effondrait. Les espèces remettaient en question leurs rôles respectifs. Les travailleurs refusaient leurs tâches. Certains quittaient même l'espace impérial. Le haut conseiller Tarnak se tenait devant les membres du Conseil réunis. Cela ne peut plus durer. Les humains se sont dressés contre l'ordre naturel. Ils sèment le chaos sur notre territoire. Nous devons réagir avec fermeté. Certains membres du Conseil ont préconisé la prudence. Les humains avaient déjà vaincu une flotte. Mais Tarnax était un traditionnaliste. Il croyait fermement en l'Empire. Nous allons rassembler une armada, 500 vaisseaux. Nous anéantirons la Terre et toutes les espèces qui la soutiennent. Nous rétablirons l'ordre, a voté le Conseil. La décision était prise. Sur Terre, le secrétaire général Martinez apprit la nouvelle. Une armada impériale était en train d'être constituée. Il ne s'agissait pas d'une flotte de maintien de l'ordre, c'était la guerre totale. Elle convoqua une réunion d'urgence de la coalition des espèces libres. C'était ainsi qu'il s'appelait désormais. 20 espèces qui avaient choisi la liberté plutôt que l'Empire. La réunion eut lieu sur une station neutre aux confins de l'espace humain. Des représentants de 20 espèces différentes s'y rassemblèrent. Certains étaient des réfugiés. D'autres étaient des délégués secrets de monde encore sous contrôle impérial. Tous partageaient une même envie, la liberté. Martinez prit la parole. L'Empire arrive. Ils amènent 500 vaisseaux de guerre. La Terre n'en possède que 80. C'est insuffisant. Nous avons besoin de votre aide. Un représentant Vryn se leva. Il s'appelait Kellum, et c'était l'un des premiers réfugiés. Les Vryn n'ont pas de vaisseaux de guerre. Nous n'avons pas d'armes. On ne nous a jamais permis de faire de telles choses. Mais nous possédons des connaissances. Nous connaissons les systèmes impériaux. Nous connaissons leurs faiblesses. Et nous disposons de 600 vaisseaux de transport convertibles. D'autres espèces ont offert ce qu'elles pouvaient. Vaisseaux, connaissances, ressources. Une à une, elles ont promis leur soutien. La flotte de la coalition compterait près de 300 vaisseaux, dont certains n'étaient pas des vaisseaux de guerre. Nombre d'entre eux étaient des navires de transport et des vaisseaux miniers reconvertis, mais chaque espèce apporta sa contribution. Plus important encore, les humains commencèrent à leur enseigner leurs tactiques, comment combattre de manière imprévisible, comment exploiter les faiblesses des adversaires, comment survivre face à une force supérieure. L'amiral James Martinez prit le commandement de la défense de la coalition. Il observa la composition de la flotte et secoua la tête. Ça va être serré. Le capitaine Chen se tenait à ses côtés. Nous les avons déjà vaincus. Nous avons vaincu une flotte. Celle-ci est 10 fois plus importante et ils seront préparés à nos tactiques cette fois-ci. Chen sourit. Il nous faudra donc élaborer de nouvelles stratégies. L'armada arriverait dans 3 mois. La coalition mettait chaque jour à profit pour se préparer. Ils ont conçu de nouvelles armes. Ils ont formé des équipages. Ils ont partagé leurs connaissances par-delà les barrières interespèces. Et peu à peu, un phénomène remarquable s'est produit. Des espèces qui n'avaient jamais été autorisées à communiquer ont commencé à collaborer. Des ingénieurs de 5 mondes différents ont travaillé ensemble sur la conception de boucliers. Des mécaniciens Vryn ont initié les humains à la technologie impériale. Chacun apprenait des autres. C'était brouillon, c'était chaotique. C'était inefficace selon les normes impériales, mais ça fonctionnait. Une semaine avant l'arrivée de l'armada, Martinez réunit tous les capitaines de la coalition pour un dernier briefing. L'Empire pense que ce sera facile.
Ils pensent que nous allons paniquer. Ils pensent que notre supériorité numérique nous fera capituler. Ils se trompent. Nous possédons quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Nous avons choisi d'être ici, chacun d'entre nous. Nous combattons non pas par obligation, mais par choix de la liberté plutôt que de la soumission. Il observa les visages autour de lui. Humains, Vrins, une douzaine d'autres espèces. Tous différents, tous égaux. L'Empire est plus nombreux, mais nous avons mieux. Nous sommes ensemble. L'Armada a interrompu son voyage supraluminique aux confins du système solaire. 500 vaisseaux, la plus grande force militaire que l'Empire ait rassemblée depuis 5 siècles. Le haut conseiller Tarnax en personne, commandé depuis le vaisseau amiral. Ce serait sa victoire. L'ordre serait rétabli. Ses capteurs détectèrent alors la flotte de la coalition, et il comprit que la Terre s'était alliée à d'autres. La bataille finale pour la liberté était sur le point de commencer. L'armada impériale emplissait les écrans. 500 vaisseaux de guerre en formation parfaite, symbole de 10 000 ans de puissance incontestée. Le haut conseiller Tarnac se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, confiant dans une victoire inévitable. Face à eux se dressait la flotte de la coalition, 300 vaisseaux appartenant à 20 espèces différentes, dont de nombreux cargos reconvertis. Certains étaient des avions de transport civil un mois auparavant, mais ils volaient ensemble sous une même bannière, la bannière de leur choix. L'amiral Martinez observait l'armada approcher. Son analyse tactique révélait des chances infimes. L'Empire disposait de meilleurs vaisseaux, d'armes supérieures et d'un entraînement plus poussé. Tous les calculs prédisaient la défaite de la coalition. Mais Martinez savait quelque chose que l'Empire ignorait. Le nombre ne signifiait rien si vous vous battiez pour de mauvaises raisons. Tarnax a ouvert un canal vers la flotte de la coalition. C'est votre dernière chance. Rendez-vous maintenant. Retournez à vos places. L'Empire est clément envers ceux qui se soumettent, répondit Martinez. Ô conseiller, vous avez parcouru la galaxie avec 500 vaisseaux pour réduire des populations en esclavage. Je crois que nous n'avons pas la même définition de la miséricorde. Notre réponse est non. Tarnax coupa la transmission. Il s'y attendait. Les primitifs choisissent toujours la voie la plus difficile. Tous les vaisseaux avancent. Détruisez la flotte de la coalition. L'armada s'avança en formation standard. Massive, inarrêtable, méthodique. La flotte de la coalition ne les affronta pas de front. Au lieu de cela, ils se dispersèrent, comme Martinez le leur avait appris. Non pas par panique, mais avec détermination. La bataille commença par une première attaque lancée par les vaisseaux humains. Ils avaient tiré les leçons du combat précédent. Cette fois, ils ciblèrent d'abord les systèmes de commandement et de contrôle. Les armes cinétiques percèrent les caisses et les boucliers. Des cyberattaques recherchèrent les firewalls, mais l'Empire avait lui aussi tiré des leçons. Ces boucliers furent renforcés. Les systèmes furent d'abord ciblés. Les armes cinétiques percèrent les boucliers. Les cyberattaques permettaient de déceler les faiblesses. Mais l'Empire avait lui aussi tiré des leçons. Ces boucliers furent renforcés. Ces systèmes bénéficiaient de nouveaux protocoles de sécurité. L'armada était prête à affronter les tactiques humaines. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était les autres espèces. Les vaisseaux Brin, pilotés par d'anciens esclaves qui connaissaient les systèmes impériaux mieux que quiconque, lancèrent des attaques de précision contre les nœuds de distribution d'énergie. Ils savaient exactement où frapper, car ils avaient construit ces systèmes. Une autre espèce, les Kelth, utilisait des armes électromagnétiques que l'Empire avait interdites des siècles auparavant. Ils ne s'attendaient plus jamais à les affronter. La coalition ne combattait pas comme une force unifiée. Elle était composée de dizaines de groupes indépendants, chacun employant ses propres méthodes, tous coordonnés par des réseaux tactiques humains. C'était le chaos, c'était imprévisible, c'était efficace. 2 heures après le début de la bataille, un événement inattendu se produisit.
Un pirate informatique vrune du nom de Kelm, le même réfugié qui avait promis son soutien, parvint à s'introduire dans le réseau de communication impériale, non pas pour le détruire, mais pour diffuser un message. Soudain, tous les vaisseaux impériaux reçurent la même transmission. Des images de la bataille de la Terre, des images d'espèces de la coalition travaillant ensemble sur un pied d'égalité, et des images de réfugiés Vren reconstruisant leur vie sur des planètes humaines. Et cela montrait aux soldats impériaux ce que leur chef ne voulait pas qu'ils voient. Il existait une autre voie. La plupart des équipages impériaux l'ignorèrent. Ils avaient été élevés dans la croyance absolue en l'Empire. Mais certains ne partageaient pas cette croyance. Certains, en regardant ces images, se demandaient pourquoi ils se battaient. Pourquoi cherchaient-ils à forcer les gens à retourner dans les castes? Pourquoi détruisaient-ils les vaisseaux d'espèces qui ne désiraient que la liberté? 3 vaisseaux impériaux se retirèrent du combat, puis 5 autres. Non pas parce qu'ils étaient endommagés, mais parce que leurs équipages refusaient de continuer. Tarnax assista avec horreur à l'éclatement de sa flotte parfaite. C'est de la trahison. Tous les vaisseaux poursuivront l'attaque, mais certains ne répondirent pas. Le doute s'était répandu. Martinez y vit une opportunité. Il ouvrit un canal vers l'ensemble du champ de bataille, vers toutes les forces impériales. Nous ne voulons pas vous détruire. Nous voulons que vous compreniez. L'Empire vous a fait croire que les castes génétiques étaient naturelles, que certaines espèces étaient destinées à régner et d'autres à servir. Mais c'est un mensonge. Nous vous laissons le choix. Partez maintenant et personne ne vous en empêchera. Continuez le combat et nous nous défendrons. La décision vous appartient. D'autres vaisseaux impériaux commencèrent à se retirer, certains lentement, d'autres rapidement. La formation parfaite se désagrégeait. Tarnax refusait la défaite. Il était venu rétablir l'ordre. Il ne partirait pas tant que ce ne serait pas fait. Tous les vaisseaux restants lancèrent l'assaut. Visez la Terre directement. Si nous détruisons leur monde d'origine, les autres se rendront. Environ 200 vaisseaux impériaux restèrent fidèles. Ils se regroupèrent et foncèrent vers la Terre, ignorant la flotte de la coalition. Ils iraient droit à la source. Martinez les regarda arriver. C'était le moment qu'il avait préparé. Martinez les regarda arriver. C'était le moment qu'il avait préparé. La dernière carte qu'il restait à l'humanité. Activer le réseau d'IA. L'Empire avait banni l'intelligence artificielle des millénaires et, auparavant, il la jugeait trop imprévisible, trop dangereuse, trop susceptible de remettre en question les ordres. Les humains, eux, l'avaient adoptée. Chaque vaisseau humain était accompagné d'une IA. Chaque système d'armement était coordonné par une intelligence artificielle. La flotte de la coalition se déplaçait soudain, avec une précision inédite pour l'Empire. L'intuition humaine alliée à la puissance de calcul informatique. La créativité organique fusionnait avec le calcul numérique. La flotte de la coalition représentait un adversaire inédit pour l'Empire. Les vaisseaux impériaux, pourtant fidèles, furent systématiquement pris de court. Leurs armes visaient les positions supposées des vaisseaux de la coalition, mais l'IA anticipait ces mouvements. Leurs formations furent neutralisées avant même de se mettre en place. Leurs tactiques furent analysées et déjouées en temps réel. La bataille fit rage pendant 12 heures supplémentaires. Lentement, inéluctablement, l'assaut impérial s'affaiblit. Des vaisseaux furent mis hors service. Des systèmes tombèrent en panne. Et de plus en plus d'équipages commencèrent à se demander pourquoi ils combattaient. Tarnac, sur sa passerelle, regardait son armada se désintégrer. Il avait déployé 500 vaisseaux. Près de la moitié s'était retiré. Un tiers était endommagé ou détruit. Le reste tenait à peine debout. Une équipe d'abordage Vryn pénétra dans son vaisseau amiral. Ils progressèrent dans les couloirs, neutralisant l'équipage impérial avec des armes non létales. Ils atteignirent la passerelle. Kelm en personne y pénétra. L'ancien esclave fit face au haut conseiller. « C'est terminé, conseiller. Votre équipage s'est rendu.
Vous devriez en faire autant. Tarnax regarda le Vryn, un simple ouvrier de niveau 5, le plus bas de l'échelle. Et pourtant, il se tenait là, à la tête d'une équipe d'abordage qui avait capturé un vaisseau amiral impérial. « Comment » demanda Tarnax. « Comment nous avez-vous vaincus » Kelm esquissa un sourire triste. « Vous avez été vaincus dès l'instant où vous avez décidé que notre ADN primait sur nos choix. Dès l'instant où vous avez bâti un système qui contraint les gens à endosser des rôles qu'ils n'avaient pas choisis. L'Empire était déjà en déclin. Nous n'avons fait que lui donner un coup de pouce. La bataille s'est terminée. L'armada impériale Havat a été vaincue. Non pas complètement détruite, mais brisée. Plus important encore, l'idée d'invincibilité impériale a volé en éclats. Suite à ces événements, Martinez et les chefs survivants de la coalition envoyèrent un message à l'Empire. Ils n'exigeaient ni capitulation ni vengeance. Ils proposèrent des négociations. Le OAE, Haut Conseil, n'eut d'autre choix que d'accepter une rencontre. 6 mois plus tard, sur une station neutre, des représentants de l'Empire et de la coalition des espèces libres se rencontrèrent. Les négociations durèrent plusieurs semaines. L'Empire refusait de céder son système. Il fallut des semaines de négociations. L'Empire refusait d'abandonner son système. Mais il ne pouvait nier la réalité. Il avait perdu, non pas par faiblesse, mais parce qu'il avait tenté de contrôler un peuple qui refusait toute soumission. Le traité était simple. Chaque espèce pouvait choisir de rejoindre l'Empire ou de rester indépendante. Le système de caste génétique serait aboli. Sa mise en œuvre complète prendrait des années, voire des générations. Mais c'était un début. L'Empire ne s'effondrerait pas complètement. Il changerait, lentement, à contre-cœur, mais il changerait. La secrétaire générale Martinez assista à la cérémonie de signature. L'Empire lui proposa un siège au sein de son conseil. Elle déclina poliment. « Nous ne voulons pas régner sur votre empire. Nous voulons simplement être libres, et nous voulons que les autres jouissent de cette même liberté. » Tarnax, désormais représentant diplomatique et non plus commandant militaire, était assis en face d'elle. Il avait passé des mois à réfléchir à ce qui s'était passé. « Je ne comprends toujours pas votre espèce. Vous n'aviez aucun droit de gagner. Aucun avantage naturel. Vous étiez un travailleur de 4e catégorie, selon tous les critères génétiques. » Martinez sourit et versa 2 verres. Elle en offrit un à Tarnax. « C'est ça, les droits, conseillère. On n'attend pas qu'on nous les donne. On les prend, on les gagne, on se bat pour eux. Vous avez tenté de nous définir par notre ADN. Nous avons décidé de vous montrer notre valeur en fonction de nos choix. » Tarnex. Ils acceptèrent dans le verre. L'Empire s'est peut-être trompé. Sur bien des points, peut-être. Mais vous apprenez, c'est l'essentiel. Par le hublot, ils pouvaient voir des vaisseaux de dizaines d'espèces s'amarrer à la station. Humains. Vryn. Anciens mondes impériaux. Tous réunis pour commercer, échanger, coopérer. C'était désordonné, c'était chaotique, c'était inefficace, c'était la liberté. Sur Terre, le capitaine Saracen se tenait devant un groupe d'enfants Vryn. Ils étaient la première génération née libre. Ils allaient à l'école avec les enfants humains, apprenant et jouant ensemble. L'un des enfants lui posa une question. « Capitaine Chen, pourquoi avez-vous combattu l'Empire? Vous auriez pu simplement vous joindre à eux et être en sécurité. » Chen s'agenouilla pour regarder l'enfant dans les yeux. « Parce que la sécurité ne signifie rien si l'on n'est pas libre, et parce que certaines choses méritent qu'on se batte pour elles, comme le droit de choisir qui l'on veut être, le droit de décider de son propre avenir, le droit d'être l'égal de tous, peu importe ce que l'on dit de ses gènes, de son espèce ou de son passé. » L'enfant réfléchit. « Devrons-nous nous battre, nous aussi ?» Chen sourit. « J'espère que non. Mais si c'est le cas, vous saurez pourquoi vous combattez. Non pas parce que quelqu'un vous l'a ordonné, mais parce que vous avez choisi de protéger ce qui compte. » Des années plus tard, les historiens écriraient sur la guerre entre l'Empire et la coalition des espèces libres. Ils analyseraient les tactiques et les technologies employées. Ils étudieraient les batailles et les traités. Mais ils passeraient à côté de l'essentiel.
L'Empire galactique n'a pas été vaincu par des armes supérieures ni par de meilleurs vaisseaux. Il a été vaincu par une idée. Celle que chaque être a le droit de choisir sa propre voie, que nul ne devrait se voir assigner une place dans la vie en fonction de son ADN, de son espèce ou de ses traditions. L'Empire avait régné pendant 10 000 ans. Ils avaient conquis 1000 mondes. Ils avaient bâti un système parfait, fondé sur l'ordre et la hiérarchie. Et puis, les humains sont arrivés, comme si les lieux leur appartenaient. Non pas parce qu'ils étaient un plus forts, non pas parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce qu'ils refusaient d'accepter que quiconque ait le droit de leur dicter qui ils devaient naître. Ils se sont battus pour la liberté, et ils ont gagné. La galaxie ne serait plus jamais la même.